Voyage en récit Gonzalo Bustos. et Geoffroy Scrive. Bien, Gonzalo Bustos, nous nous retrouvons ici dans cette ville de Brest. Vous êtes compositeur donc en résidence dans cette ville de Brest depuis bientôt 2 ans, si je ne me trompe pas. Vous êtes originaire d'Argentine. Si j'ai bien compris, votre formation, vous l'avez commencé donc en Argentine, à Cordoba, c'est ainsi qu'on prononce. Puis vous avez été au Mexique, à Colima. Vous avez été aussi au Brésil. Voilà, vous êtes bien ancré dans ce continent d'Amérique du Sud. Et puis en 2010, donc voici presque 10 ans, ou même 10 ans accomplis maintenant, vous êtes arrivé à Paris, vous avez fait également un master à Genève, vous avez été chef assistant à Montpellier, vous avez parcouru ainsi la France, vous êtes passé aussi pour quelques sessions au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris, de Lyon. Je sais que vous avez donné aussi un concert avec des élèves à Aurillac. Enfin, vous connaissez quand même ce pays. Vous voilà maintenant chef de l'ensemble Sillage, qui est un ensemble axé sur la musique contemporaine, nous y reviendrons. Mais voilà, depuis 10 ans vous êtes là. Faut-il y voir un certain attachement à ce pays, à la France? Si c'est énorme l'attachement, pour plusieurs raisons. Ce qui concerne artistiquement parlant, professionnellement parlant, ce qui est lié à la composition, la possibilité de composer presque de mon arrivée, de vivre de la composition jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un attachement, c'est un remerciement immense. Après, c'est bien sûr pas que ça. J'ai construit ma petite famille et beaucoup de liens forts. Donc, j'adore tout simplement vivre ici. Et comment cela s'est fait-il au départ? Vous aviez eu le choix d'aller dans plusieurs pays, dans plusieurs villes à travers le monde pour poursuivre à la fois votre formation et puis votre carrière? Et comment le choix de Paris et de la France s'est-il fait? Alors, c'était en 2009. J'ai été sélectionné dans un festival à Rome, de musique électronique, de musique mixte aussi également. Et dans ce voyage, à l'époque j'étais assistant d'une orchestre symphonique à Cordoba. Et pendant ce voyage, j'ai pu connaître d'autres endroits en Europe, en Allemagne et finalement Paris. Et sans aucune attente de venir pour la suite. Mais Paris, ça m'a attiré énormément. J'ai un souvenir, c'est une sorte de parfum de souvenir de 2 choses. La première, c'était la langue. Je ne parlais pas. Et donc, c'était très attirant. Être dans un endroit où, sans connaître la langue, en même temps, je me sentais proche, en quelque sorte. Et avec beaucoup d'envie de l'apprendre. Et la deuxième chose, c'était la hétérogénéité culturelle. Et avec la photo d'un nouveau arrivant, je me disais, Paris, c'est un endroit que, à travers cette diversité, je ne me sens pas un étrangère, je me sens un de plus. Et ça, c'était encore une fois une autre énergie qui m'attirait énormément. Et puisque nous allons parler de musique, avez-vous trouvé une certaine musicalité dans la langue française? Ça a une évidence immense, évidemment. Mais je pense que, plus que de la musicalité, ce que j'aime bien, c'est la pensée qui va avec, je crois, à travers la langue. Il y a une sorte, on pourrait dire, pas de pensée unique, bien entendu, mais de manière de réfléchir, qui en tout cas j'espère, m'a agrandi un peu mon champ de vision. Donc vous êtes engagé dans la création et la diffusion de la musique contemporaine. Déjà, pourriez-vous définir, pour ceux qui ignorent un peu ce que ça peut être, qu'est-ce que la musique contemporaine et qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans votre vie? C'est vrai que le terme contemporain, c'est un terme souvent utilisé pour la musique contemporaine que je vais essayer de définir en quelques mots, mais on pourrait dire que contemporain, c'est ce qui se fait dans le temps, dans le temps qu'on vit. Et donc, dit ça, ce serait d'une définition très large au niveau esthétique. Alors certes, quand on parle de musique contemporaine, souvent, on est en train de définir une musique qui a l'héritage de la musique écrite. Je crois que c'est une des différences.
à d'autres démarches d'aujourd'hui, aussi contemporaines, c'est que ce qu'on appelle musique contemporaine, ça voudrait dire comme la continuité de la musique écrite, donc de ce qu'on appelle la musique aussi classique, ensuite romantique, au baroque avant, etc. Donc l'écrit, le fait d'écrire la musique, c'est quelque chose qui est plus propre de ce qu'on appelle la musique contemporaine. Et justement, d'où vient chez vous cette attirance et même cette passion pour cette musique? Est-ce que ça vient de la culture dans laquelle vous avez été élevé, peut-être en Argentine? Est-ce que ça vient aussi de votre famille? Alors, avant ça, je dirais qu'il n'y a pas une musique qui s'appelle musique contemporaine. C'est plutôt une démarche. Mais je comprends la question parce qu'il y a une attente de que la musique contemporaine va de là à là ou de cette esthétique à cette esthétique. Mais je crois qu'avant tout, ça c'est une conséquence de faire ou de savoir-faire des uns et des autres. Mais avant tout, c'est une démarche. Et je l'associe à l'écriture. Donc, la diversité esthétique, elle est grande quand même. Qu'est-ce que m'attire de ça? C'est l'autre question. Ça vient pas forcément de ma famille en termes de musique. Ma formation était très proche à des musiques traditionnelles, notamment le tango, par exemple. Donc il n'y avait pas une formation liée à la musique des créations. En revanche, ce que j'ai vécu en termes de formation, c'était un apprentissage autour toujours de la liberté, d'être libre. Et d'être libre dans la manière de penser, dans la manière d'agir, dans la manière de réfléchir. Et c'est ça peut-être une des choses qui m'attire de ce qu'on appelle à nouveau la musique de création, la musique contemporaine, c'est la possibilité, c'est pas donné, c'est la possibilité de pouvoir écrire librement des nouvelles formes, des nouvelles démarches esthétiques aussi, en tout cas de découvrir quelle est la voie musicale que chacun a de toute manière. Et donc ça c'est un acte de liberté avant tout. Et c'est peut-être ça qui m'attire de la musique contemporaine, de la possibilité d'écrire aujourd'hui nouvelle musique, c'est la possibilité de créer librement quelque chose qui auparavant n'existe pas. Alors justement, par rapport à cette liberté, je me suis demandé, suite au dernier concert que vous avez donné avec l'ensemble Sable et Ciel ici à Brest, du point de vue de l'écriture justement, est-ce que la technique, on va dire du solfège aujourd'hui, permet à la musique contemporaine d'exprimer tout ce qu'elle désire? C'est-à-dire, est-ce que la musique aujourd'hui, du point de vue technique, vous permet d'écrire sur le papier, pour des musiciens qui vont jouer votre musique, d'écrire tout ce que vous avez à la fois qui peut passer par votre tête et à la fois par votre cœur? Le solfège, comme langage, on va dire, comme codification d'un son, en fait, c'est quelque chose qui est en évolution. Donc, je dirais à votre question, oui et non, mais c'est non et à l'intérieur d'un oui. Je m'explique. Oui, parce que c'est à travers une écriture qui vient du solfège et de la tradition qu'on arrive à écrire, à passer un message entre musiciens et musiciens, parce que pour l'instant on ne parle pas de son, c'est le code entre les musiciens. On partage une grande partie de l'information que on veut passer. Mais non, parce qu'effectivement, il y a toujours de sons ou des nouvelles matières sonores qu'on découvre avec les instruments, que ce soit pendant un processus de création ou juste avant, dans la pièce précédente, dans les années qui précèdent. Et pour ça, on développe en même temps une écriture qui nourrit le solfège traditionnel et qui devient un solfège encore plus large. Mais on pourrait dire que c'est toujours le solfège. Et de quoi je parle? Des techniques d'écriture avec de nouvelles signes, des nouvelles nomenclatures, etc., qui ne entrent pas en contradiction à ce qui précède, sinon qu'au contraire la nourrit. Donc dans ce sens-là, c'est le solfège et c'est aussi le nouveau solfège. Oui, on a pu le voir, par exemple, dans ces coups d'archet tout à fait particuliers qu'il fallait, indiquer aux musiciens. Donc là, vous êtes appuyé sur le soliste, altiste, qui a pu dire à l'orchestre comment il fallait jouer ceci ou cela. Donc on voit bien que sur la partition, on peut trouver des signes, des symboles que les musiciens ne connaissaient pas jusque-là. Est-ce que c'est aussi, d'un point de vue technique, est-ce que la technique représente
un champ d'exploration ou une attirance pour le compositeur qui va se livrer à l'exercice de musique contemporaine. Est-ce que ça peut constituer un but en soi? Oui, et je crois que ça, personnellement, c'est un parti pris. Ce que je veux dire maintenant, c'est un danger. Oui. La technique doit être, pas pour moi, un fin en soi, une fin en soi. Et au contraire, elle doit être des outils pour pouvoir s'exprimer. Donc, je trouve que souvent, pas souvent, mais à certaines fois, moi également, on peut être hypnotisé pour des aspects techniques ou pour même la beauté du son. Mais je crois que ce n'est pas suffisant pour un créateur ou une créatrice. Ce que nous, on cherche, ce n'est pas la beauté du son, c'est à travers, ou une nouveauté technique, c'est de créer du sens du son. C'est comment les sons se connectent et comment on crée de nouvelles formes avec du sens nouveau. Au-delà de la technique. La technique, c'est comme support à la création et pas l'inverse. Mais reconnaissez-vous que parfois, il peut y avoir, ou plutôt on va poser la question comme ça, peut-il y avoir une tentation d'user d'une nouvelle technique parce que justement elle n'a pas encore été créée par le passé par un de vos contemporains justement? Il peut y avoir cette tentation peut-être quand on est encore plus jeune. Aujourd'hui, je n'ai pas ces tentations. La tentation de surprendre à quelqu'un, même un musicien ou éventuellement un public, je pense que ça ne passe pas à nouveau pour le ponctual d'un nouveau son, donc d'une nouvelle technique qui maintient un nouveau son. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile arriver à cet effet de surprise, par exemple, qui peut être la véritable tentation, mais pas vraiment celle de technique. En revanche, quand on est plus jeune, peut-être on croit, nous, qu'on découvre énormément de choses, mais souvent les choses, c'est une découverte beaucoup plus collective, et donc on peut un tout petit peu plus tard, on se rend compte que bon, ce n'est pas la découverte du son qui nous amène en tant que créateur. Alors, par rapport à l'accueil justement qui peut être réservé à cette musique, comment justement recevez-vous l'accueil plus ou moins chaud ou plus ou moins frais qui peut être donné? Comment recevez-vous la critique et est-ce qu'elle vous fait progresser peut-être dans votre œuvre créatrice? Oui. Parce que j'imagine qu'il faut une certaine volonté en fait pour à la fois créer, continuer à produire des œuvres et à les monter avec des orchestres ou avec des ensembles. Oui, sûrement il y a une volonté. Avant tout, pour moi, il y a une besoin, un besoin d'écrire et de partager ce que j'écris. Par rapport à la critique, moi j'aimerais bien encore plus de critiques. Je sens qu'il y a des gens qui osent critiquer dans le sens qu'on veut, hein, pour donner un accord favorable ou le contraire. Mais il y a aussi un confort d'écoute de ne pas le faire, justement. Et quand il y a de la critique, parfois transversale, ce que je veux dire avec ça, c'est que j'entends par exemple la critique des autres, et des autres musiques aussi, ou de mes contemporains, etc. C'est là où on découvre vraiment des attentes d'un public, et parfois ça peut aussi influencer. Par exemple, c'était aussi le cas pour ce concerto, de ne pas aller justement, de ne pas satisfaire une attente, pour que si cette attente est conçue comme une délimitation, c'est-à-dire un compositeur contemporain, admettons, ou une compositrice doivent écrire entre là et là. On doit faire ça et ça, à peu près. Et ça, c'est une porte d'entrée, une invitation à ne pas faire ça. Si on veut vraiment chercher quelque chose qui authentique. Donc, je dirais que la critique, elle est complètement bienvenue. Je pense que ça pourrait être encore plus. Moi, je travaille pour
ouvrir d'espace, des conditions de dialogue avec le public pour qu'il puisse s'exprimer et dire pourquoi oui, pourquoi non. Et tout est valable. Ouais. En même temps, le public a peut-être besoin d'être guidé. Je veux dire par là, nous parlions tout à l'heure dans cette émission de certaines œuvres de Bach ou de Beethoven qui n'avaient pas été bien reçues du vivant du compositeur, qui sont tombées complètement dans l'oubli après, suite peut-être à cet échec premier, et qui ont ensuite été remodelées par d'autres ou reproposées par d'autres chefs plus tard, et qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle, ce sont des tubes. Alors justement, est-ce qu'il faut, à votre avis, insister ou multiplier, promouvoir les occasions justement de jouer cette musique contemporaine, pourvu qu'on lui donne vraiment un sens, et cette multiplication d'occasions permettrait-elle justement à l'auditeur non pas de l'accepter en étant assommé, mais d'y trouver le goût de la substantifique moelle? Oui, je pense que les opportunités pour la musique de création, la musique, de musique nouvelle, doivent être encore plus amplifiées dans le panorama actuel. Doivent être encore plus présentes dans différents milieux. C'est-à-dire, non seulement les scènes nationales où on est, et les auditoriums du conservatoire, comme on a fait récemment, mais aussi d'autres cas de figure, des petites salles des quartiers, tout ce que peut imaginer où on peut avoir de la musique, que la musique de création soit présente, je crois que c'est une chose très 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 importante pour la suite. Après, sur l'insistance des œuvres, c'est très complexe à dire lesquelles. Je dirais que ce n'est pas que par le fait d'insister sur une pièce que forcément après pourrait devenir une pièce aimée ou une pièce en un tube, comme on peut imaginer sur certains auteurs de passé. En revanche, sûrement certaines pièces, oui. Pour ça, ce que je défends, ce n'est pas une musique dite contemporaine, sinon c'est la démarche d'écrire de nouvelles pièces et de partager avec un public tout ce qui est de l'ordre de la création. Pas une nouvelle musique, sinon créer. Et je crois que là, il y a une valeur très importante. Voilà. Alors parlons maintenant du temps. Vous aviez dit avant le concert que donc l'Adagio pour Haydée trouvait sa fondation dans une œuvre de Bach, retravaillée par Marcello, si je me souviens bien. Et en fait, vous étiez parti de ce morceau, de quelques mesures de ce morceau, et vous aviez voulu étirer le temps. Alors, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, à la base, c'est une pièce de Marcello. C'est l'auteur original, c'est Marcello, compositeur vénitien, et que quelques années plus tard, mais à peu près dans la même époque, Jean-Sébastien Bach prend ce concerto, c'est un concerto pour hautbois à l'origine, et Bach va faire une version pour clavecin. Alors c'est ça que j'ai pris, pour parler de cet étirement, j'ai pris les premières secondes de l'adagio, donc de la part du deuxième mouvement, en ré mineur, et j'ai appliqué, grâce à l'informatique musicale, certaines opérations qui permettent physiquement étirer, ralentir d'une manière extrême la signal, c'est-à-dire le son, un fichier son. Et donc un fichier son, donc une musique de 15 secondes, de 30 secondes, je l'ai transformée pour avoir la même musique en 15 minutes. Donc l'étirement était brutal, et donc une transformation très forte de son que par le temps, étirer le temps. Et une deuxième transformation, donc ça s'appelle stretch en anglais, étirer. Une deuxième transformation à niveau de cet étirement, c'était par rapport aux auteurs. Donc on sait bien, par exemple, si une transformation traditionnelle, c'est la transposition qu'on appelle, donc une musique qui est mettons en do majeur, on peut la transposer d'un ton et on va la jouer en ré majeur. Alors moi j'ai appliqué une transformation de ce type, de tout ce morceau étiré, mais que ce n'est pas une transposition comme ça aurait pu être pour Bach. Aujourd'hui, on peut faire une opération aussi avec de l'informatique musicale qui s'appelle
de frequency shift, que basiquement, c'est une autre opération. J'ai appliqué cette opération vers l'aigu et vers le grave à tous ces morceaux. Et donc, c'est pour ça que j'ai expliqué au public, les tirements étaient dans le temps et aussi dans les hauteurs. Alors, nous avons beaucoup parlé de votre métier de compositeur. Parlons un petit peu de celui de chef d'orchestre. Justement, combien de temps, puisque nous parlons du temps, combien de temps cela vous prend-il de préparer une œuvre à faire jouer comme ça un ensemble? J'imagine que le temps doit être différent si vous travaillez une symphonie tout à fait classique, déjà entendue 1000 fois, ou si vous prenez un opéra, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, ou si vous dirigez justement une pièce contemporaine de votre cru ou de quelqu'un d'autre. J'imagine que le temps de préparation et le temps de travail avec l'orchestre est différent. Quand c'est une pièce à moi, le temps, on pourrait imaginer que c'est différent, mais finalement, le rapport qu'il y a entre moi compositeur, moi un chef, à un moment donné, ça se sépare, parce que le travail qu'il y a avec l'orchestre, c'est un travail qui a une grande partie technique, de technique de répétition, et ça devient vraiment une pièce comme si ce n'était pas la mienne. Donc ça rentrerait avec les autres aussi, dans ce calcul de temps. Et pour répondre à combien de temps, en fait, malheureusement, la réponse est qu'il n'y a pas de temps. Parce que plus de temps on a physiquement pour préparer, mieux on pourra faire, et même plus, quand on reprend une pièce qu'on a déjà dirigée, on découvre de nouvelles choses. C'est comme si on l'apprend à nouveau. Et donc, ça voudrait dire qu'en distance, il n'y a pas un temps spécifique pour préparer un morceau avant une répétition. C'est le temps qu'on a. Et c'est le temps qu'on doit dédier à fond pour préparer la chose. Alors justement, pour préparer ou pour écrire, est-ce que quand vous êtes dans votre travail de composition de la musique, vous imaginez les différentes voix, vous voyez les instrumentistes en train de jouer ou d'exécuter tel ou tel mouvement, tel ou tel passage, tel ou tel rythme? Est-ce que cette pensée des musiciens est déjà présente en vous au moment où vous êtes tout seul sur votre feuille à écrire la musique? Oui, vous voulez dire la présence, l'image physique des musiciens, comme tu m'imagines tel ou tel, oui, je n'ai pas besoin d'identifier des détails physiques d'une personne, non, ça ne va pas jusque-là, mais effectivement, le geste physique d'un musicien qui joue tel ou tel instrument est très important. La respiration chez les instruments avant, et les coups d'archet, mais avec ça, l'énergie qu'on donne pour les cordes, compris pour la percussion, le temps de déplacement, et tout ça, ça entre en jeu, et ça influence effectivement, même au moment de écrire une note tenue, d'écrire un rythme, d'écrire une articulation, de penser l'orchestration. Oui, il y a une influence. Donc, effectivement, il y a un imaginaire des présences physiques des musiciens là-dedans. Par exemple, dans l'Adagio pour Haydée, les violons, les altos étaient... donc il y a violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse. Et en fait, la contrebasse 1 ne jouait pas la même chose que la contrebasse 2. Les 4 altos étaient finalement à un certain moment séparés. Ils ne jouaient pas chacun sa partition. Mais est-ce que ça vous est venu dès le début de création, ou en cours de création, vous vous êtes dit, tiens, ça sonnera mieux, voilà, ça correspond plus à mon idée si je les sépare? Si, c'était complètement en cours de création. Quand je ne peux pas parler pour tout le monde, je parle que pour moi, mais on a une idée, mais cette idée se transforme jour à jour à partir de la évolution de la matière sonore. Et donc, la décision de diviser, comme on appelle, de donner une information à jouer à chacun d'instrumentistes de cordes de l'orchestre, c'était quelque chose qui était justement un besoin après, une fois que la pièce était déjà avancée. Ouais. Alors justement, sur la partition, il me semble avoir vu, mais peut-être était-ce dû à l'impression, travaux en cours, work in progress. Ouais. Alors est-ce que cette œuvre est destinée à rester figée telle que nous avons pu l'entendre là, ou est-ce que vous avez en tête, ou est-ce qu'elle est susceptible de connaître une seconde vie et de continuer une certaine croissance?
Euh, croissance formelle, peut-être pas pour l'instant. Moi, je crois que cette pièce, à niveau de la grande forme, reste. Le work in progress que j'ai mis dans la partition qu'on a joué comme sous-titre, c'est quelque chose qui je laisse notamment pour une création parce que suite à une première création, surtout, il y a toujours des modifications qu'on fait, mais c'est des petites modifications liées à l'orchestration, liées à la nuance, liées à certains détails qui vont mieux une fois qu'on est vraiment avec le son, vraiment avec les musiciens, vraiment avec l'orchestre qui joue la pièce. Il y a des détails de soliste que j'ai pu changer aussi grâce au soliste qui qui m'a proposé certains éléments très subtils que j'ai pas pu imaginer ou que je n'ai pas pensé comme ça et qui sont beaucoup plus efficaces aussi grâce au soliste comme un son au lieu de faire comme je vais essayer de j'évite les questions trop techniques mais d'arriver au même son voulu mais à travers une autre disposition de la main, une autre position ou un autre et que c'est finalement plus efficace parce que c'est plus proche à l'idée voulue. Donc c'est pour ça qu'il reste work in progress parce que suite à la création, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec mon copiste, mon éditeur, on est en train de récupérer toutes ces informations et de rendre la partition maintenant définitive. Alors dernière question, puisque malheureusement nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti, justement. J'ai tendance à penser que l'art permet à l'artiste de concrétiser ses idées, de sublimer un peu ce qu'il a au fond de soi, au fond de lui-même, et sans doute ce qu'il a de meilleur en lui-même au moment où il exerce cet art. Alors dans votre œuvre créatrice, y a-t-il des éléments auxquels vous prêtez une vigilance et auxquels vous devez prêter une vigilance particulière? Je pense à un mot qui parfois nous est tabou, ou en tout cas je l'ai observé un peu comme ça, tabou euh, dans les dernières années ou dans mes années à partir de ma formation jeune, que c'est que la musique de création, la musique contemporaine, pour moi, et c'est quelque chose sur lequel j'ai fait une vigilance forte, sans forcément avoir tous les clés pour arriver, elle doit provoquer une émotion. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas comment ni quand, mais je sais que c'est vers là où je voudrais m'adresser. L'adagio pour aider, heureusement, et ça me dépasse complètement, c'est sûrement la coïncidence de plusieurs éléments, la présence des solistes, l'engagement de l'orchestre, peut-être l'histoire qui est derrière de cette plus que dédicace pour aider, a fait que j'ai senti une émotion très forte en la dirigeant, en la composant évidemment, mais en la dirigeant aussi chez les musiciens et, et encore plus chez le public. Que jusqu'à aujourd'hui, ce matin, je croise quelqu'un dans la rue qui m'a dit qu'il était dans le concert et que pour la création qu'on a pu faire, il était ému même de me parler en me disant les choses qu'il avait senties sur ça. Et c'est là où je sens qu'on a fait un travail. Merci beaucoup et bonne continuation dans ce pays à la tête de Sillage. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci.